Ce mercredi, la démocrate Kamala Harris a perdu la présidentielle face au républicain Donald Trump, qui a donc officiellement été élu 47e président des États-Unis. Mais alors, comment expliquer sa défaite? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une aujourd'hui, sans la caméra pour cette fin de semaine, le temps de rentrer. Alors, ce mercredi, en fin de soirée, heure française, Kamala Harris a officiellement reconnu sa défaite lors de l'élection présidentielle américaine face à Donald Trump. Donald Trump qu'elle a félicité au téléphone, insistant sur le besoin d'une transition pacifique entre l'actuel président des États-Unis, Joe Biden et Donald Trump. Vous l'avez peut-être suivi sur notre compte Instagram puisqu'on était encore sur place. Elle s'est ensuite adressée à ses soutiens depuis Washington DC pendant un discours d'une dizaine de minutes pendant lequel elle a appelé à accepter les résultats de cette élection tout en demandant à ses électeurs de continuer le combat pour leurs idées en défendant donc leurs valeurs comme la démocratie ou encore le droit à l'avortement. Mais alors, comment expliquer cette défaite très nette de Kamala Harris alors que les sondages prédisaient des résultats très serrés? Alors évidemment, c'est une élection, donc il y avait beaucoup de choses à analyser aussi du côté du succès de Donald Trump. Et aujourd'hui donc, dans cet épisode, en tout cas des actualités du jour, on va se concentrer donc sur les échecs du côté de Kamala Harris. Bon, le premier élément à prendre en compte, c'est quand même son arrivée très tardive dans la campagne. Pour rappel, initialement, c'est Joe Biden qui devait se représenter et représenter les démocrates face à Donald Trump, mais il s'était finalement retiré de la course à la présidence en juillet dernier. C'est donc finalement sa vice-présidente, Kamala Harris, qui avait pris le relais, se lançant dans une campagne de seulement 107 jours, soit 3 mois. Ça peut être une bonne chose parce que ça peut amener un esprit de fraîcheur ou de nouveauté pour une candidature, mais le risque aussi, c'est qu'elle n'ait pas le temps forcément de faire porter véritablement un programme. À noter par ailleurs que Kamala Harris n'a pas été élue aux primaires démocrates. Les primaires, c'est donc ce rendez-vous où la population vote pour la personne qui sera candidate, en l'occurrence ici du Parti démocrate. Et le fait de ne pas avoir de primaires, ça lui a été reproché, certains estimant que sa candidature à la présidentielle n'était finalement pas tout à fait légitime. Le deuxième élément qui permet d'expliquer sa défaite, c'est sa difficulté à se démarquer de Joe Biden. Lors d'une interview au mois d'octobre sur la chaîne américaine ABC, un animateur avait demandé à Kamala Harris si elle aurait agi différemment de lui ces 4 dernières années. Kamala Harris a répondu « Il n'y a rien qui me vient à l'esprit ». Selon beaucoup, c'est une erreur majeure alors qu'il aurait fallu se distancer de Joe Biden. C'est ce qu'estime notamment Serge Jomain, professeur à l'Université libre de Bruxelles, interrogé par Les Échos dans un entretien que je vous mets directement en description. D'ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que Trump a réutilisé cette séquence à de nombreuses reprises lors de ses meetings afin de laisser entendre que Kamala Harris n'incarnerait pas le changement souhaité par les Américains. Mais le truc, c'est que le bilan de Joe Biden, il a été beaucoup critiqué ces dernières années, et notamment son bilan économique. Alors, en réalité, il y a certains indicateurs qui sont relativement bons, par exemple le taux de chômage ou encore le PIB, donc l'ensemble des richesses produites par un pays pendant un an, qui sont globalement positifs. Mais l'inflation, donc la hausse générale des prix, ainsi que les prix élevés de l'essence et des produits de première nécessité aux États-Unis, sont perçus extrêmement négativement par de nombreux Américains. Et plus largement, la question du pouvoir d'achat, elle reste au cœur des préoccupations, avec une pauvreté qui reste très importante dans le pays. En tant que vice-présidente de l'administration Biden, Kamala Harris a donc été perçue comme responsable ou co-responsable en tout cas de ce bilan économique, ce qui a affaibli sa candidature, surtout si elle ne s'en est pas forcément démarquée lors de la campagne. Une autre préoccupation à laquelle Kamala Harris n'a pas su répondre selon certains électeurs, c'est la question de l'immigration clandestine. Tout au long de sa campagne, Trump a constamment dénoncé l'immigration clandestine, donc l'immigration illégale, en faisant l'une de ses priorités. On a déjà eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises. On peut noter aussi que le poids des guerres a joué un rôle sur la perception du bilan de Joe Biden, puisque depuis le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, il y a eu notamment l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022 par la Russie. Il y a aussi eu la situation au Proche-Orient, avec la situation en Israël, à Gaza ou encore au Liban. Pour Gabriel Sheinman, qui est directeur de l'académie privée Alexander Hamilton Society et interrogé par la RTS, les Américains ont donc pu avoir l'impression que sous Donald Trump, le monde était un petit peu plus calme. Et de la même façon d'ailleurs, ça a pu favoriser Donald Trump, mais ça a aussi affaibli d'une certaine façon la participation et les voix pour Kamala Harris. On peut noter qu'il y a pas mal d'électeurs, principalement de gauche du Parti démocrate, qui ont critiqué le soutien militaire apporté par l'administration de Joe Biden à Israël depuis le début de la guerre à Gaza. Donc là, c'est pas des personnes qui ont voté Trump finalement, mais des personnes qui n'ont pas voté Kamala Harris. Et ça peut expliquer potentiellement des votes plus faibles, par exemple sur certains campus universitaires lors de cette élection. Autre élément, d'après un sondage de sortie des urnes du centre Edison Research, le soutien des femmes a lui aussi été moins important que prévu, même si 54% des femmes ont tout de même voté pour elle. C'était pourtant l'un des axes majeurs pour Kamala Harris, surtout lorsque l'on sait que Donald Trump a menacé à plusieurs reprises le droit à l'avortement et qu'il a été accusé et reconnu coupable par la
la justice d'agression sexuelle. Mais pour Sylvie Laurent, qui est enseignante à Sciences Po Paris et interrogée par le magazine Challenge, ça pourrait notamment s'expliquer par le fait que les femmes ont souvent aux États-Unis la charge du budget de la famille, elles font les courses, etc. Et face à l'inflation, elles auraient donc préféré donner leur voix à Donald Trump, face donc au bilan économique du côté de Joe Biden. De la même façon, on peut noter que l'électorat hispanique et latino était un élément très important pour cette élection, mais c'est un électorat qui est aussi traditionnellement conservateur sur des questions sociales et qui aurait donc préféré donner leur voix à Donald Trump. Enfin, dernier élément qui a peut-être désavantagé Kamala Harris, elle a centré la fin de sa campagne sur Donald Trump, le qualifiant notamment de fasciste, affirmant son inaptitude à gouverner. Ça peut être évidemment une stratégie pour mobiliser son électorat qui sentirait une menace importante pour la démocratie, mais certains estiment que ça n'a pas été efficace pour une autre partie de la population qui a tout de même donc préféré voter pour Donald Trump. Voilà en tout cas pour certains éléments d'explication. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres, on pourra en parler pendant longtemps, surtout que là on s'est centré principalement sur la question de Kamala Harris et de son programme. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. On continuera évidemment à en parler. Je vous laisse avec Morgane pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'année 2024 sera quasi certainement l'année la plus chaude jamais enregistrée selon les prévisions de l'Observatoire européen Copernicus publié ce jeudi. Et pour la première fois de l'histoire, la limite de 1,5 degré Celsius de réchauffement devrait être franchie sur une année civile. Pourtant, en 2015, lors de la COP21, une conférence internationale qui s'était tenue à Paris, les pays s'étaient engagés à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle et à 1,5 degré dans le meilleur des cas. À noter que cet accord fait référence à des tendances climatiques sur le long terme. Donc, pour considérer que la limite des 1,5 degrés est véritablement franchie, il faut que la moyenne reste au-dessus de 1,5 degré de réchauffement pendant 20 ou 30 ans, ce qui n'est pas le cas ici. En tout cas, la prochaine COP, la COP 29, se tiendra à partir du 11 novembre à Bakou en Azerbaïdjan. On suivra ça. Deuxième actu, environ 230 personnes malades et leurs proches ont été évacués de la bande de Gaza à l'étranger pour des raisons médicales. C'est ce qu'ont annoncé ce mercredi l'Organisation mondiale de la santé et le COGAT, qui est l'organe israélien qui supervise les affaires civiles en Cisjordanie et à Gaza. Ces personnes ont été évacuées vers les Émirats arabes unis et la Roumanie. Ce transfert intervient en collaboration avec les Émirats, l'Union européenne et l'OMS, qui estiment qu'entre 12 000 et 14 000 patients auraient besoin d'être évacués. Parallèlement à ça, toujours à Gaza, plus de 500 000 enfants de moins de 10 ans ont reçu un rappel de vaccin contre la polio, une maladie virale hautement contagieuse et qui peut provoquer une paralysie sévère. C'est donc la fin de la campagne de vaccination contre cette maladie qui touche principalement les enfants de moins de 5 ans. L'ONU a salué, je cite, un résultat remarquable compte tenu des circonstances extrêmement difficiles. Selon l'UNICEF, entre 7 000 et 10 000 enfants ne sont toujours pas vaccinés à Gaza et sont donc vulnérables au virus de la polio. Troisième actu, en France, des questionnaires ont été distribués ce jeudi aux élèves de primaire, collège et lycée afin de détecter d'éventuels cas de harcèlement scolaire dans le cadre de la journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Ce dispositif a été testé l'an dernier pour la première fois afin de mesurer le niveau de harcèlement entre jeunes. Concrètement, les élèves devront répondre de façon anonyme à plusieurs questions comme « As-tu peur d'aller à l'école ?» ou bien « As-tu mal au ventre à cause de ce que tu vis à l'école ?» En parallèle, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal a lancé Faire Face, une association contre le harcèlement scolaire. Elle a pour objectif d'intervenir dans les écoles, d'organiser des formations auprès des personnels éducatifs ou des entreprises ou encore d'accompagner les victimes et leurs familles. Cinquième actu, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la proposition de loi visant à reporter des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, un territoire français d'outre-mer situé dans l'océan Pacifique. Elles étaient prévues le 15 décembre prochain, mais auront finalement lieu en novembre 2025. En mai dernier, de violentes émeutes avaient éclaté en Nouvelle-Calédonie, faisant 13 morts et provoquant des milliards d'euros de dégâts. La raison de ces émeutes, l'adoption par l'Assemblée nationale à Paris d'une réforme constitutionnelle qui visait à élargir le corps électoral, donc élargir le nombre de personnes qui peuvent voter pour les prochaines élections locales. Pour le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, ce report des élections provinciales devrait permettre d'apaiser la situation. À noter que le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, se rendront sur place dès ce week-end pour une mission de concertation. Sixième actu, la filiale française d'Amazon, l'entreprise de commerce en ligne, va tester la livraison gratuite de livres via ses casiers automatisés. C'est ce qu'a annoncé le groupe ce mardi, mais cette nouveauté pose question. En fait, depuis octobre 2023, Amazon.fr et les autres vendeurs de livres en ligne doivent facturer au moins 3 € la livraison de livres pour toute commande inférieure à 35 €. Cette mesure avait été prise notamment pour encourager les Français à se rendre dans les librairies. Concrètement, la loi précise que la vente de livres neufs ne peut pas être gratuite, à moins que le livre soit retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Donc, pour tenter de contourner cette loi, Amazon a décidé de proposer à ses clients
de retirer leurs livres dans les casiers sécurisés qui sont situés dans des commerces comme les supermarchés. En tout cas, pour le syndicat de la librairie française, interrogé par l'AFP, cela s'apparente à un contournement de la loi. Et on finit avec une actu positive. Au Brésil, la déforestation de l'Amazonie a atteint son plus bas niveau depuis 9 ans, selon les données publiées par le gouvernement brésilien. Plus précisément, elle a chuté de 30,6% sur un an, entre août 2023 et juillet 2024. À noter que le président Lula, élu en 2023, s'est engagé à réduire à zéro la déforestation au Brésil d'ici 2030. Sous le gouvernement de son prédécesseur d'extrême droite, Jair Bolsonaro, la déforestation annuelle moyenne en Amazonie brésilienne avait bondi de 75,5% par rapport à la décennie précédente. Merci beaucoup Morgane pour les actualités en bref. Alors je le rappelle pour les nouveaux peut-être, ce format des actus du jour, il est aussi disponible en version podcast, donc en version audio. Pour ça vous allez sur Spotify, Apple Podcast, etc. Vous tapez Hugo Décrypte et vous allez pouvoir le retrouver. Pensez aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube, si ce n'est pas encore le cas, et rendez-vous sur Instagram pour plus d'actualités. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain.